Alors, tu peux bien citer Spinoza. Ça ne m'impressionne pas. D'une part, car si on s'en tient à l'extrait que tu as lu, le prédateur sexuel par exemple ne mérite pas le blâme. Le pauvre était le jouet de ses désirs. Donc je trouve douteuse l'éthique de Spinoza. Salut tout le monde. Alors première vidéo depuis qu'on a dépassé le millier d'abonnés sur la chaîne. Alors 1000 abonnés bien sûr c'est pas énorme, c'est pas incroyable, mais en même temps ça fait super plaisir de se dire qu'on peut régulièrement parler à quelques centaines de personnes en ligne, parce que finalement c'est quelque chose qu'on fait en fait jamais dans la vraie vie, ou quasiment jamais. Donc voilà, sachez que je prends pas ça à la légère, mais c'est quand même sympa. Alors d'avance désolé parce qu'aujourd'hui on va de nouveau faire du neuf avec du vieux, mais il me semblait important d'actualiser la vidéo que vous vous apprêtez à voir. Il y a quelques mois j'ai eu une série d'échanges avec Victor Ferry, qui est vidéaste et docteur en rhétorique, à propos de la notion de mérite. Si vous voulez voir les vidéos précédentes, il y a une playlist sur la chaîne qui inclut mes vidéos et les siennes, je vous la mettrai en description. Mais malheureusement Victor n'a jamais répondu à ma dernière vidéo sur le sujet, et il compte pas le faire visiblement. Et dans l'absolu, ça me pose pas de problème, je comprends sa position, puisqu'il veut que ses vidéos lui rapportent des thunes, mais il n'en reste pas moins que Victor continue malgré tout à s'en prendre à mon discours. Alors pas forcément en me nommant spécifiquement, mais il attaque quand même mon discours. Je pensais que j'allais me faire dégommer, parce que j'ai blasphémé. J'ai publié une vidéo dans laquelle je disais du bien de l'homme le plus riche du monde. Et ça, c'est risqué. C'est risqué parce que les discours hégémoniques à notre époque, c'est quand même les discours de rancœur. Le mérite n'existe pas, le succès des uns se fait aux dépens des autres, travailler dur ne sert à rien. Et malgré toute cette propagande, vous avez réservé... Et donc ça me paraissait important de revenir là-dessus, surtout que Victor dit souvent que lui il fait pas d'idéologie, que c'est pas un dealer d'opinion, mais moi je suis pas d'accord avec ça, je pense que sur cette question il fait de l'idéologie, tout comme moi, hein, c'est pas un crime, mais donc il faut l'assumer, parce que c'est pas grave en fait de faire de l'idéologie en politique, c'est normal, on a des idéologies qui influencent la société, et c'est normal de les défendre. Donc voilà, aujourd'hui on va revenir sur tout ça, et ça permettra à Victor, s'il change d'avis, d'avoir quelque chose de complet sur quoi s'appuyer pour me répondre. D'ailleurs si vous voulez que nos échanges continuent, je pense que le mieux c'est de lui faire savoir sur les réseaux sociaux, alors gentiment, hein, et qui sait, peut-être que ça le fera reconsidérer. Allez, on attaque en reprenant sa dernière vidéo là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que le mérite, Noé? Le mérite, ça veut dire que ta performance dans un domaine doit te permettre de te distinguer, d'obtenir plus que ceux qui n'ont pas consenti aux mêmes efforts. Alors je veux bien que tu me dises que tu veux encourager les efforts tout en disqualifiant le mérite, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un discours qui dissocie les efforts et le mérite? C'est la propagande soviétique, c'est les discours pour vanter les exploits de Stakhanov. C'est pas ça que tu veux, Noé, tu veux pas ressusciter l'URSS. Alors non, je te confirme Victor que je ne veux pas ressusciter l'URSS, j'ajoute sur ce point que tu me reproches d'associer ton discours à celui de Macron et Sardoche, qui sont impopulaires, mais que là tu fais un peu la même chose avec mon discours à moi. Et je t'en veux pas non plus, hein, notamment parce que c'était pas ça mon but en citant Macron et Sardoche, mais on y reviendra plus tard. Tu nous dis ici plusieurs choses. D'abord, tu poses la question de savoir ce qu'est le mérite. Et c'est tout à fait pertinent, parce que, effectivement, pour réfléchir à des questions politiques ou philosophiques comme on est en train de le faire, c'est important de définir les termes. Le mérite, ça veut dire que ta performance dans un domaine doit te permettre de te distinguer, d'obtenir plus que ceux qui n'ont pas consenti aux mêmes efforts. Effectivement, en théorie, le concept de mérite vise, comme tu le dis, à permettre à ceux qui fournissent plus d'efforts d'obtenir plus que ceux qui n'en fourniraient pas. J'ai bien dit en théorie, parce qu'en pratique, c'est pas tout à fait ça qui se passe, et on l'a déjà vu à travers par exemple les chiffres de Markowitz, que je citais dans ma dernière vidéo, mais dans les faits, les élites méritocratiques nous ont fait sortir du modèle aristocratique, où les avantages étaient acquis à travers l'héritage, pour passer sur un modèle où les avantages sont transmis aux enfants à travers un investissement massif dans leur éducation. Et donc, in fine, le concept de mérite devient un outil de justification des inégalités sociales, puisqu'on connaît tous des gens qui ne rechignent pas du tout à la tâche, mais qui font ça dans un domaine où les efforts ne sont pas corrélés à une augmentation du niveau de vie très marquée. Est-ce que si vous êtes plongeur dans la restauration ou technicien de surface, vous manquez de mérite? Je pose la question et on y reviendra. En tout cas, on fait miroiter à la société que chacun peut s'émanciper, voire devenir riche par l'effort et le travail, mais quand on regarde les chiffres, la mobilité sociale ne fait que décroître depuis des décennies. Et je me permets d'insister là-dessus parce que tu me dis, Victor, que mon discours peut être néfaste et qu'il vaut mieux pousser son public à l'effort par le biais de l'appel au mérite. Mais le discours méritocratique, il imprègne nos sociétés depuis des décennies, et pourtant ses effets vertueux peinent à se faire voir à l'échelle sociétale. Et c'est en ce sens que le biais des survivants doit être combattu, parce qu'un exemple individuel n'est pas représentatif d'une tendance générale qui se vérifierait au sein d'une société qui compte des millions d'individus. When talking about the data, that is what is happening throughout a whole society, your life experience isn't relevant information. And the fact that you think it might be is a problem.
Enfin bref, comme on l'a vu, Victor cite l'exemple de l'URSS et de Stakhanov comme un discours qui dissocie effort et mérite. Et il a raison, c'en est un exemple, mais ça n'en est qu'un exemple parmi d'autres. La notion de mérite, en particulier de méritocratie, c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. Pour info, le terme méritocratie, il a été utilisé pour la première fois en 1958 par Michael Young dans son livre The Rise of the Meritocracy. Et ironie du sort, dans ce bouquin, Young accole une connotation assez négative à son néologisme, qui n'a pas du tout été gardé dans l'imaginaire collectif. Et pour ce qui est du mérite, ça aussi ça semble assez récent. En tout cas, l'idée de l'associer à nos actions, c'est quelque chose que plusieurs auteurs ont corrélé au protestantisme, et en particulier à la doctrine calviniste. Antoine Goyen en parlait en s'appuyant sur Tocqueville dans sa vidéo sur Baptiste Marchais, mais c'est aussi défendu par Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Dans la pratique, cela signifie que Dieu vient en aide à qui cède lui-même, et aussi que le calviniste, comme on l'a dit parfois, crée lui-même son propre salut, ou plus correctement la certitude de celui-ci. Cela veut dire également que cette création ne saurait consister, comme dans le catholicisme, à engranger au fur et à mesure les bonnes œuvres particulières, mais qu'elle doit être l'examen systématique d'une conscience qui, à chaque instant, se trouve placée devant l'alternative, élue ou damnée. Et donc là, on voit très bien l'appel à la responsabilité individuelle. Et effectivement, avant que le calvinisme prenne de l'ampleur, notamment en Amérique, dans beaucoup de sociétés aristocratiques d'autrefois, tout était lié à votre naissance. Et c'est complètement injuste, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne milite pas pour un retour à l'aristocratie. Simplement, je constate que malgré que ces sociétés séculaires étaient extrêmement injustes, elles ne faisaient pas peser sur les épaules des gens le poids psychologique d'une responsabilité fantasmée quant à leur statut social. Et c'est pour ça que je parlais de Durkheim dans mes vidéos précédentes, des observations qu'il fait dans le suicide, et de ce que dit Markovitch sur la santé mentale ou l'espérance de vie, en s'appuyant encore une fois sur de la donnée. Je vous mettrai les liens vers les études en description. Mais venons-en à la question des déterminismes. Là, je pense que mon interlocuteur commet l'erreur de confondre influence et déterminisme. Évidemment que notre milieu nous influence, mais il ne nous détermine pas. Et je dirais même, à la suite de Kant, que le propre de l'homme est d'être l'animal indéterminé. Alors je suis pas exactement sûr de ce que Victor met derrière la distinction qu'il fait entre déterminisme et influence, parce que pour moi ce sont deux notions qui sont très proches. Peut-être que du point de vue de Victor, une influence est plus malléable qu'un déterminisme qui serait indépassable. Je te laisserai me dire si c'est comme ça que tu différencies les deux, Victor, mais pour moi, c'est pas le cas. Et en fait, du coup, peu importe qu'on parle d'influence ou de déterminisme. In fine, si tu veux utiliser le terme influence, moi ça me va très bien, parce que ça change pas le problème. Comment on combat un déterminisme ou une influence néfaste ? Mais par d'autres déterminismes, d'autres influences. Et tu l'exemplifies toi-même. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire l'extrait d'un de ces textes que je me relis de temps en temps quand je commence à être gagné par la faiblesse du déterminisme ambiant. La découverte d'aliments, l'invention des moyens de se couvrir et de pourvoir à sa sécurité et à sa défense. Pour cela, la nature ne lui a donné ni les cornes du taureau, ni les griffes du lion, ni les crocs du chien, mais seulement les mains. Tous les divertissements qui peuvent rendre la vie agréable, même son intelligence et sa prudence, et aussi bien la bonté de son vouloir, doivent être entièrement son œuvre. La nature semble même avoir trouvé du plaisir à être la plus économe possible. Elle a mesuré la dotation animale des hommes si court et si juste pour les besoins si grands d'une existence commençante, que c'est comme si elle voulait que l'homme dût parvenir par son travail à s'élever de la plus grande rudesse d'autrefois à la plus grande habileté, à la perfection intérieure de son mode de pensée, et par là, autant qu'il est possible sur terre, au bonheur, et qu'il dût ainsi en avoir tout seul le mérite et n'être redevable qu'à lui-même. Quand t'as un petit coup de mou, tu relis Kant pour te remotiver. Est-ce que ça c'est une influence extrinsèque ou intrinsèque ? C'est une question rhétorique que je pose. Et puisqu'on parle de la citation de Kant et de la liberté humaine à laquelle Victor fait référence, je vais en profiter pour répondre à certaines objections que j'ai pu lire sur mon interprétation de Spinoza. Les gars, c'est pas un hasard si dans l'éthique, Spinoza parle de la servitude avant de parler de la liberté. La liberté au sens spinozien, vous allez voir qu'elle se rapproche de ce que décrit Kant dans l'extrait cité par Victor, mais donc la liberté pour Spinoza passe nécessairement par une prise de conscience de ce qui peut nous asservir. Et surtout, le pouvoir de la raison a ses limites. Je vous lis un extrait. Je ne traite ici, encore une fois, que de la puissance de l'âme ou de la raison, et avant tout de la nature et de l'étendue de l'empire qu'elle exerce pour réprimer et gouverner nos passions. Nous avons déjà démontré que cet empire n'est pas absolu, les stoïciens ont voulu soutenir que nos passions dépendent entièrement de notre volonté, et que nous pouvons les gouverner avec une autorité sans borne, mais l'expérience les a contraints d'avouer, en dépit de leurs principes, qu'il ne faut pas peu de soins et d'habitude pour contenir et régler nos passions.
Et donc évidemment qu'on n'est pas assujetti à nos passions. Bien sûr qu'on peut exercer notre raison pour pondérer les choix qui s'offrent à nous. Mais le problème, c'est que les choix qui s'offrent à nous sont limités par les influences auxquelles on est exposé, qu'elles soient culturelles ou naturelles. Et ces influences, elles échappent très largement à notre contrôle et à notre volonté. Encore une fois, Victor le prouve par son propre récit, notamment quand il raconte son parcours politique en précisant que la première fois qu'il a voté, c'était pour la LCR. Entre parenthèses, moi aussi. Et moi aussi, j'ai mis de l'eau dans mon vin depuis. Peut-être pas autant que Victor. Mais réécoutez cette séquence. Il explique non seulement les causes qui l'ont poussé à voter LCR, mais aussi les causes qui l'ont poussé à s'orienter vers des sources plus libérales. J'ai fait mon collège et mon lycée en ZEP, où la plupart des professeurs, et notamment les plus intéressants, étaient d'extrême gauche. J'allais aux manifestations, et la première fois que j'ai voté pour la Ligue communiste révolutionnaire. Mais dans le même temps, j'écoutais la BBC et je lisais The Economist. Pourquoi ? Parce que ces mêmes professeurs avaient eu l'honnêteté intellectuelle de me dire que c'était des sources sérieuses. Cela m'a permis de garder à l'esprit que l'idéologie dans laquelle je baignais n'était qu'une idéologie parmi d'autres. Et donc là, Victor, tu soulignes bien que si tes profs n'avaient pas eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que The Economist et la BBC étaient des sources sérieuses, tu serais pas forcément sorti de ton idéologie. Donc si tu préfères appeler ça une influence plutôt qu'un déterminisme, moi ça me dérange pas. Mais il n'empêche que tu ne peux pas attribuer à toi seul le mérite d'une décision qui est le fruit de causes extrinsèques. Et c'est là tout le problème, puisque la chaîne causale, elle est extrêmement longue et complexe. Et c'est pour ça que j'ai un souci avec la notion de mérite, et que la question de savoir si nos choix sont libres a du sens. Le point n'est pas de savoir si tes choix sont libres ou pas. Le point est de savoir s'ils te servent ou pas. C'est à ça que te sert ta conscience, Noé. Et quand je te parle de conscience, je te parle pas de Jiminy Cricket ou du petit ange sur l'épaule. Je te parle de la faculté supérieure de l'esprit, telle qu'elle est étudiée par les chercheurs en neurosciences ou en psychologie cognitive, tels qu'Antonio Damasio ou Axel Clearmans, que je salue. À ton avis, Noé, pourquoi es-tu équipé de cette faculté à réfléchir sur tes choix ? Pourquoi l'évolution aurait-elle sélectionné un mécanisme qui nous permet non seulement d'agir, mais de savoir que l'on a agi ? Parce que cela donne un avantage à ceux qui sont capables d'un retour réflexif sur leurs choix pour faire un petit peu différemment et un petit peu mieux la prochaine fois. Alors, là, Victor dit une grosse bêtise quand même sur Damasio et les neurosciences, mais on va y revenir un peu plus tard. Et donc, en ce qui concerne la conscience, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, parce que c'est pas vraiment le sujet. Moi, j'ai jamais nié que les efforts étaient importants, et j'ai jamais nié que le fait d'apprendre de ses erreurs était important aussi. Ce que j'ai nié, c'est que ces dispositions pouvaient être corrélées à notre mérite. Et donc, les affirmations de Victor n'invalident en rien mon argument. Alors, tu peux bien citer Spinoza. Ça ne m'impressionne pas. D'une part, car si on s'en tient à l'extrait que tu as lu, le prédateur sexuel par exemple ne mérite pas le blâme. Le pauvre était le jouet de ses désirs. Donc je trouve douteuse l'éthique de Spinoza. Alors, même si c'est une digression, je pense que c'est tout à fait légitime de se pencher sur les notions de justice que tu évoques quand tu dis que tu trouves douteuse l'éthique de Spinoza. Et par extension la mienne, puisqu'elle est influencée par cet auteur. Et pour questionner notre rapport à la justice, je vais vous parler du cas de Charles Whitman que j'ai évoqué dans mon dernier podcast. Charles Whitman, c'était un tueur en série américain qui a sévi dans les années 60. Son crime, en août 66, armé d'un fusil, il est monté en haut de la tour du campus de l'université du Texas à Austin, et il a abattu une quinzaine de personnes, en plus d'en blesser une trentaine. Il est mort le jour même, tué par les forces de l'ordre qui ont intervenu sur place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant cette fusillade, Whitman avait tué sa mère et sa femme, et qu'il avait aussi pris soin de laisser une lettre à son domicile, expliquant qu'il était prêt à mourir, et qu'il souhaitait qu'une autopsie soit faite sur son cerveau le cas échéant. Puisque en gros il pensait que les pulsions meurtrières grandissantes dont il faisait l'objet pouvaient être liées à un trouble mental. Et effectivement, son autopsie a révélé que le cerveau de Whitman était porteur d'une tumeur au niveau de son hypothalamus, à savoir une partie du cerveau qui a un impact direct sur le comportement. Et donc, moi j'ai plusieurs questions pour toi, Victor. D'abord, pourquoi voudrais-tu blâmer le prédateur sexuel ou même le meurtrier ? Il n'y a pas besoin d'un blâme pour réaliser qu'une personne comme Whitman est un danger intolérable pour la société et qu'il faut l'en tenir le plus éloigné possible. C'est ma position et je vois pas en quoi elle est douteuse au plan éthique. Et l'exemple que je t'ai donné est un cas d'étude intéressant. Est-ce que Charles Whitman mérite d'être blâmé pour ses actes ? Et si oui, jusqu'où on continue comme ça ? Tu blâmerais un loup d'avoir tué une brebis ? A priori non, parce qu'il était conditionné à le faire. Et c'est une vraie analogie, Peut-on reprocher à quelqu'un d'avoir agi en accord avec sa nature, en accord avec ce que sa biologie, son éducation, son parcours l'ont poussé à faire? Je crois pas. Et encore une fois, dire ça n'exclut pas de protéger la société des malades qui existent en son sein. Et c'est pas un accident si j'utilise le terme malade. Et sur ce sujet, je vous ai traduit un extrait du livre Free Will de Sam Harris, qui est un auteur et neuroscientifique américain que vous avez vu un peu plus tôt et que j'aime beaucoup. Alors en l'occurrence, il parle pas de Whitman, mais de deux autres criminels, Stephen Hayes et Joshua Komisarjewski, mais l'idée est la même. Aussi écœurant que je trouve leur comportement, je dois admettre que si j'échangeais ma place avec un de ces hommes, atome pour atome, je serais lui. Il n'y a aucune portion supplémentaire de moi qui pourrait décider de voir le monde différemment ou de résister à l'impulsion de persécuter les autres. Et même si l'on considère que chaque être humain abrite une âme immortelle, le problème de la responsabilité demeure.
je ne peux pas m'attribuer le mérite de ne pas avoir l'âme d'un psychopathe. Si j'avais véritablement été à la place de Komissarjevski le 23 juillet 2007, c'est-à-dire si je possédais son patrimoine génétique, avais suivi le même parcours de vie et possédais un cerveau ou une âme identique, j'aurais agi exactement comme il l'a fait. Il n'y a tout simplement aucune position intellectuellement respectable permettant de nier cette affirmation. Et tout ça, ça nous amène à une déclaration très cavalière de ta part, mon cher Victor. Donc je trouve douteuse l'éthique de Spinoza, mais surtout ses réflexions sont pré-scientifiques. Elles datent d'une époque où on n'avait pas commencé à étudier les mécanismes de la motivation, de la décision et de la conscience avec les méthodes expérimentales et les outils dont on dispose aujourd'hui. Alors on aura peut-être l'occasion d'en discuter ensemble, mais je serais curieux de savoir ce qui te fait penser que les neurosciences ont donné tort à Spinoza. En particulier parce qu'on a vu plus tôt que tu t'appuies sur le travail d'Antonio Damasio, mais Damasio il a dit exactement le contraire, notamment dans deux de ses livres qui s'appellent respectivement L'erreur de Descartes et Spinoza avait raison. On peut difficilement faire plus explicite. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, il y a énormément de travail expérimental qui a été fait en neurosciences sur la prise de décision, qui donne plutôt raison à Spinoza. Alors j'épilogue pas là-dessus parce que sinon on va s'éterniser, mais voilà, si vous vous renseignez sur le sujet, vous verrez que c'est pas si simple que ça. Enfin bon, poursuivons. Si je peux me permettre, ce ne sont pas ceux qui réussissent qui ont le plus besoin de conseils, ce sont ceux qui se battent pour réussir. Et là-dessus, il a été démontré que l'attitude qui consiste à assumer la responsabilité de ses échecs mène plus souvent au succès que l'attitude qui consiste à rejeter la faute sur le monde. Mais c'est un faux dilemme ça, Victor. C'est pas parce qu'on croit pas au mérite qu'on peut pas apprendre de ses échecs. Moi, à titre personnel, je n'aime pas la notion de responsabilité individuelle, mais ça m'empêche en rien de comprendre l'impact, les répercussions de mes décisions. Encore une fois, tu ne me réfutes pas ici, Victor. La responsabilité, ça se relativise, mais les actes, les propos ont des conséquences. Les causes ont des effets. Et dans cette discussion, mon interlocuteur a essayé d'employer un vilain petit stratagème. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Mon interlocuteur fait intervenir un extrait hors contexte d'une personnalité détestée et qui en plus tient un discours qui n'a rien à voir avec le mien. Parce que, au fond, qu'est-ce que ça veut dire de diviser le monde entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien ? C'est du déterminisme. Et c'est même pire que du déterminisme. C'est un propos essentialisant. C'est juste le contraire de ce que je dis. Alors, cet extrait de Macron est effectivement sorti de son contexte, et donc son contexte, c'est qu'il a été prononcé en 2017 à Station F. Donc Station F, c'est un incubateur de start-up lancé par Xavier Niel et installé dans une ancienne gare réhabilitée. Alors d'abord, je voudrais clarifier une chose. Mon but à travers ces extraits, c'était pas de t'Emmanuel macroniser, Victor. La raison pour laquelle j'ai mis en avant Macron et Sardoche, c'était pour répondre à ton affirmation que ce serait le discours de Markovitz qui créerait du conflit social. Et comme les discours que je mets en avant, en particulier chez Sardoche, et on va y venir, sont assez empreints de mépris, c'était de bons exemples, parce que comme je te l'ai déjà dit, moi ce que je combats, c'est la face sombre du discours méritocratique. Et là, t'en as de beaux spécimens, il me semble. Et en outre, Victor, faudrait pas essayer de me faire passer des vessies pour des lanternes. Ce discours de Macron n'est absolument pas un discours déterministe. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez le voir en entier. Il y a des côtés altruistes par moment d'ailleurs, mais on est clairement dans un propos néolibéral et méritocratique. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce qui vous rassemble, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial. C'est-à-dire cette volonté de dire « beaucoup de gens ont voulu écrire ma vie, et moi j'ai décidé autrement ». Ce qui vous réunit ici, ce qui fait que vous êtes à Station F et que vous allez continuer à y être, à créer, à vous développer, c'est que vous ne voulez pas qu'on écrive votre vie et la vie de votre pays à votre place. C'est ça, être entrepreneur. Venons-en maintenant à Sardoche. Je constate que dans ta vidéo, tu as coupé le moment où il devient vulgaire. Et c'est tout à fait ton droit, mais moi je trouve ça important de le montrer. Il dit aux gens qu'ils sont des merdes s'ils ne sont pas millionnaires. C'est pas anodin ça. T'es vraiment une merde si t'es pas millionnaire, en fait. Non, c'est abusé. Non, c'est vraiment abusé. Et donc encore une fois, moi je voulais pas te faire porter le chapeau de la malveillance de Sardoche. Ce que je voulais, c'était montrer ce qui crée du conflit social dans le discours méritocratique. Et encore une fois, ça, il me semble que c'est un beau spécimen. Et j'ajoute que ce serait pertinent de se demander pourquoi ce pauvre Sardoche, comme tu l'appelles, est aussi détesté. Et je dis pas qu'il mérite le harcèlement qu'il subit, mais encore une fois, les causes ont des effets. Et donc s'il en est capable, Sardoche ferait bien d'exercer un peu plus sa raison, parce que ça lui éviterait peut-être d'énoncer et surtout de penser de telles sornettes. Finalement, quels sont ces troubles, ces désordres, ces disruptions qui minent le quotidien des familles moins stables? Et surtout, d'où viennent-ils? Et là-dessus, j'ai une piste à suggérer à Markovitz. Imaginons que les élites intellectuelles progressistes comme Markovitz aient, depuis plusieurs décennies, fait main basse sur l'éducation, le débat d'idées, les sciences sociales et l'université,
qu'ils aient entrepris une destruction systématique des valeurs traditionnelles et des structures traditionnelles de la famille et de la société. Imaginons ensuite que ce processus de déconstruction, de destruction des cadres et des repères ait été beaucoup plus néfaste aux plus pauvres qu'aux plus riches. Alors tu m'as reproché d'associer ton discours à celui de Macron et Sardoche, mais là tu fais pareil avec Markovitz en l'associant au wokisme. Pourtant il n'y a aucun propos intersectionnel, décolonial ou que sais-je dans son bouquin. Et puis au-delà de ça, les paniques morales sur le fait que le monde académique serait envahi de gauchistes, c'est bien joli, mais c'est une pétition de principe, il va falloir le démontrer. Et je vois que dans ta séquence, t'as mis une caricature de Safe Space, mais c'est pas du tout établi que l'origine de ces idées serait imputable aux universitaires. Et là-dessus, je vous redirige vers le travail de Jonathan Haidt, dont j'ai parlé dans l'épisode 20 de Nouveau Paradigme, le prix du progrès, parce que Haidt, il a une toute autre explication sur ce qui a fait émerger ces revendications, et qui a bien plus à voir avec nos progrès technologiques et l'impact de certains réseaux sociaux sur la jeunesse qu'avec l'influence néfaste de l'intelligentsia gauchiste. Une enquête de la Harvard Business Review valide l'intuition du manager. Selon l'enquête, 62% des personnes à haut revenu travaillent plus de 50 heures par semaine, 35% plus de 60 heures et 10% travaillent plus de 80 heures par semaine. C'est intéressant, il y aurait donc un lien entre le fait de travailler beaucoup et le fait de gagner beaucoup. Oui, sauf que c'est plus compliqué que ça en fait. Il y a un lien entre travailler beaucoup et gagner beaucoup, dans certains domaines. Si t'es femme de ménage, tu peux bien faire 70-80 heures par semaine, tu deviendras pas Jeff Bezos. Et il est où le mérite dans cette réalité? Ne faisons pas semblant de ne pas voir que seuls certains types d'efforts sont valorisés dans notre société. Est-ce que vous pensez qu'un Jeff Bezos aura le même succès dans une société de chasseurs-cueilleurs? Non. C'est parce que nos normes considèrent qu'il apporte beaucoup à notre société qu'on le rétribue de la sorte. Et moi j'ai pas de problème à ce qu'on valorise certaines activités plus que d'autres. Ce qui me dérange, c'est d'une part les écarts de valorisation en termes d'échelle, et d'autre part le discours qui va avec, en particulier quand il est dédaigneux comme celui de Sardoche. Et donc pour conclure, contrairement à ce que tu as l'air de penser Victor, eh bien non, je n'appelle pas de mes vœux le grand soir, je ne suis pas révolutionnaire et je ne considère pas que notre salut viendrait d'un changement radical de société. Ce que je cherche à faire à travers mon discours sur la méritocratie, c'est une mise à jour de l'OS des élites, parce que pour certains on tourne encore sous Windows Vista, et il serait temps de changer.